Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur les lois de Newton. Et on va voir maintenant la plus importante de ces lois de Newton, parmi les trois, c'est la deuxième. Cette deuxième, vous voyez donc, son nom, c'est principe fondamental de la dynamique. Donc principe fondamental, ça veut dire que c'est au fondement, c'est ce qui fait vraiment la base de toute la dynamique, c'est-à-dire l'étude des mouvements des solides ou des points comme on va le faire ici. Alors en fait, cette première loi qu'on a vue la dernière fois, somme des forces égale 0, équivaut à ce que votre vecteur vitesse est une constante vectorielle. Et bien en fait ici ça va être qu'est-ce qui se passe si la somme des forces n'est pas égale à 0. Donc si vous appliquez des forces à un système et que cette somme n'est pas égale à 0, et bien forcément votre vecteur vitesse va varier. Donc s'il varie, et bien on va pouvoir mesurer cette variation de la vitesse. Cette variation de la vitesse, on l'a déjà vu, et bien c'est l'accélération, c'est cette grandeur ici. Ça veut dire que votre somme des forces, ou résultante des forces, donc la somme des forces, si je suis ici, donc somme des forces, va être égal à quelque chose, fois votre accélération ici. Alors, ici, ça va être proportionnel à l'accélération, et quelle est cette constante de proportionnalité? Si vous appliquez une force à un objet lourd et un objet pas lourd, ça va tout changer. Si vous essayez d'appliquer une force à un gros rocher ou un petit caillou, cette même force-là ne va pas avoir le même effet. Vous allez plus facilement déplacer ce caillou, donc vous allez plus facilement faire varier sa vitesse du petit caillou que du gros rocher. Donc ça veut dire que plus la masse est importante, et moins cette accélération va être importante. Donc ça veut dire que la somme des forces que vous avez appliquées va être proportionnelle à la masse fois le vecteur à accélération. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique. Cette formule-là est à connaître évidemment par cœur. C'est ce qu'on va utiliser quasiment tout le temps. La première loi, on l'utilise très très peu, c'est celle-ci. Alors de toute façon, en fait, avec cette deuxième loi, on peut en déduire la première loi. En fait, ici, somme des forces égale ma. Si vous n'avez pas si votre accélération est nulle, vous voyez bien qu'il n'y aura pas de variation de vitesse. Donc on retrouve somme des forces égale 0. Donc en fait, cette deuxième loi, elle permet d'inclure la première. Alors il y a quand même une petite différence, c'est en fait surtout cette première loi, elle est là pour surtout définir les référentiels galiléens. C'est-à-dire qu'en gros, dans un référentiel galiléen, forcément votre référentiel ici, il doit être à vitesse constante, il doit se déplacer donc de manière rectiligne et uniforme. Donc celle-ci, elle s'applique pour votre référentiel galiléen. Vous ne pouvez pas appliquer cette deuxième loi de Newton si votre référentiel n'est pas galiléen. Donc il va falloir donc toujours préciser votre référentiel. Alors je fais une petite parenthèse à côté, donc c'est égal aussi à quoi? On a vu que la masse, c'était la dérivée de la vitesse, pardon, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, donc c'est aussi égal à d de v sur d de t, et comme la vitesse c'est la position, ça veut dire que c'est égal aussi à m d2 om sur t de t2. Voilà. Donc ça c'est la loi de Newton, et puis ça, en fait, ce sont les dérivés qui vont découler de cette première loi. Mais somme des forces égale ma, ça c'est véritablement à connaître par cœur. Alors vous pouvez trouver par contre d'autres choses. Je fais une petite parenthèse. Alors ici, la résultante des forces, c'est-à-dire c'est la somme des forces extérieures. Donc on devrait préciser, je ne le ferai pas, mais somme des forces extérieures ici. Et puis en fait, ça, ce n'est valable uniquement si votre masse est constante. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que si c'est pas constant, cette forme-là ne sera pas valable. On va plutôt parler dans ce cas-là d'une autre grandeur qui s'appelle la quantité de mouvement, mais ce n'est pas à votre programme de terminale. Donc il faut juste savoir que, moi j'écrirai somme des forces égale ma, il faut savoir que c'est la somme des forces extérieures, et aussi que cette partie-là, ce sera peut-être autre chose à un moment donné quand vous ferez un peu plus de mécanique. Alors, voilà, c'est tout bête, cette formule-là, elle est là, et elle va nous permettre de résoudre tous les problèmes de mécanique. Alors je vais vous en donner deux. Donc l'exemple 1, déjà premièrement, on va reprendre exactement le même exemple que précédemment pour la première loi de Newton, sauf que cette fois-ci, on va négliger tous les frottements. Donc ça veut dire que f égale 0. Et donc on vous dit à l'instant t égale 0, le bloc se situe à l'abscisse x égale 0, et il est lâché sans vitesse initiale, il faut déterminer les équations horaires de la vitesse et de la position. Donc,
ici, c'est-à-dire quoi? Je veux déterminer les équations v de x et v de y. Je veux les coordonnées du vecteur vitesse. Et je veux ici, eh bien, les coordonnées du vecteur position. Donc je veux le x et je veux le y. Alors on va reprendre ce premier exemple. Donc ici, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Donc j'ai mon bloc qui est sur une surface inclinée. La masse est toujours égale à 5 kg. L'angle est toujours de 25 degrés ici. Et puis le champ de pesanteur est 9,80. Sauf que ici, il n'y a plus de frottement. Alors, reprenons l'exemple que l'on avait vu la fois précédente. Alors, la fois précédente, le bloc, donc ça ne change pas, ça sera toujours mon système. Le référentiel sera toujours le terrestre, donc considéré comme galiléen. Par contre, mon schéma c'est le même, sauf que j'ai plus de force de frottement. Donc comme j'ai plus de force de frottement, ça veut dire que ici, eh bien, je vais enlever tout ce qui est force de frottement, j'ai pas besoin, elles ne font pas partie de mon bilan des forces. Donc ici je peux l'enlever, voilà, j'enlève ici mes forces et je n'ai plus que ça ici. Voilà. Alors bilan des forces, c'est la même chose, hein. J'enlève ma partie force de frottement. Donc ce sont mes deux forces qui s'appliquent. J'ai uniquement le poids et la réaction du support. Donc maintenant, eh bien, j'ai fait mes points 1, 2 et 3. Je vais faire le point 4, c'est-à-dire que je vais appliquer la bonne loi Newton. Comme ici votre solide se déplace, alors par contre, on sait plus du tout à vitesse constante, hein, il va accélérer, comme quand vous êtes en chute libre, là c'est pas une chute libre, mais si vous laissez un objet tomber, eh bien il va accélérer. Donc ici, on ne peut pas appliquer cette première loi Newton, on va donc appliquer la deuxième loi Newton, celle donc pour les mouvements qui ne sont pas justement rectilignes uniformes. Alors, petit 4, donc on va appliquer la deuxième loi Newton. Donc, d'après la deuxième loi Newton, ou d'après le PFD, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique, on peut dire ça aussi, eh bien, qu'est-ce que je sais? Somme des forces extérieures, oui, est égale à MA. Voilà, ça c'est ma loi Newton. Maintenant, ma somme des forces, c'est quoi? Je n'ai que le poids, donc j'ai P plus R ici, qui est égal à MA. Voilà. Et maintenant, il faut que je réponde à ma question. Ma question, je vous la rappelle, c'est déterminer les équations horaires de la vitesse. Alors, moi j'ai l'accélération, je vais donc la transformer sous forme de vitesse. Ça va vous donner que P plus R eh bien, est égal à M d2v sur dt. Voilà. Alors, donc ici, comme j'ai ma vitesse qui apparaît, je peux peut-être la représenter sur mon schéma. Alors sur mon schéma, je vais la représenter ici en vert. Alors la vitesse est toujours parallèle, est toujours tangente au mouvement, donc je vais avoir ma vitesse ici. Ma vitesse, je vais la faire en vert à cet endroit-là. Donc là, j'ai représenté mon vecteur vitesse. Donc je vais le nommer petit v. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir maintenant faire le cinquièmement, c'est-à-dire projeter sur les axes. Donc on note, faut bien noter toute cette démarche ici. Alors vous ne mettez pas le petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, mais voilà. Donc ici on va marquer on projette cette relation sur, alors premièrement c'est sur, on va mettre l'axe X. Voilà. Donc l'axe X. Alors l'axe X, j'ai P. Donc alors P c'est quoi ces coordonnées sur X? C'est P sinus θ. Alors c'est P sinus θ, je vais peut-être le remplacer directement. P c'est mg, donc ça vous donne mg sinus θ plus R. Puisque ma relation ici c'est P plus R. Donc R, la composante sur X, ici c'est 0. Donc j'ai marqué plus 0 égale M d de v quoi? Alors par contre ici j'ai projeté sur l'axe X, donc en fait c'est la composante de la vitesse sur l'axe X, donc je marque juste d de vx sur dt, d'accord? Et donc d de vx sur cette dt, donc ça va être ici, ça va être cette longueur là, cette longueur ici, parce que ma vitesse elle va être ici suivant l'axe X, donc je ne vais avoir que cette composante ici sur l'axe X. Donc j'ai le vx égale au v ici, ça ne changera rien, mais c'est cette partie que je vous montre à cet endroit là. Donc j'ai projeté ici, donc je vais avoir une première relation, donc je vais pouvoir la déterminer, regardez bien, alors le 0 va s'en aller, le m qui se trouve par ici, je vais le passer de l'autre côté, donc en fait le m ici va pouvoir se simplifier aussi, donc je pourrais enlever mes m, voilà, et donc je vais la remettre dans le bon sens, d de vx sur dt égale
g sinus θ. Voilà. Alors là, ici, attention, on vous demande l'équation horaire de la vitesse. Donc ici, j'ai la dérivée de la vitesse. Si je veux, moi, le Vx, eh bien, il va falloir que je résolve mon équation. Ici, attention, c'est une dérivée, donc vous avez une équation qu'on appelle différentielle. Et il va falloir donc, pour la résoudre, eh bien, trouver une primitive de cette chose-là. Donc ici, g sinus θ, c'est une constante. Hein, g, c'est une constante, θ, c'est une constante. Donc si j'intègre cette constante-là, eh bien, c'est un polynôme hein, de degré 0 ici. Donc, je vais intégrer une constante. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, v de x, dans ce cas-là, eh bien, ça va être g sinus θ, hein, ici, alors je vais peut-être mettre des parenthèses, fois le temps, puisque ici, nous, on va donc trouver une primitive par rapport au temps. Alors, une petite chose très, très, très importante, qui n'est pas marquée ici, qui n'apparaît pas parce qu'on ne le met jamais, mais dans la partie au-dessus, il y a aussi marqué plus 0. Donc ici, il ne faut jamais oublier que quand vous allez trouver la primitive, eh bien, quand vous allez dériver une constante, ça va vous donner 0, mais ici j'ai bien 0. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une constante qui va apparaître. Cette constante, je vais l'appeler par exemple C1. Je peux l'appeler comme je veux, mais ici, il ne faudra jamais oublier cette constante qui apparaît. Puisque si vous faites d de Vx sur dt, si vous dérivez ça, vous avez bien g sinus θ, le t va disparaître, et la constante aussi va disparaître. Donc il ne faudra pas oublier cette constante qui est ici fondamentale. Alors, la question est maintenant, c'est comment trouver cette valeur de constante. Alors, c'est toujours la même méthode pour trouver les constantes. Il faut regarder ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc on va le noter quand même. Donc cette constante se détermine grâce aux conditions initiales. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces conditions initiales? Eh bien là, il faut que je regarde dans mon énoncé ce qui se passe à l'instant 0. Et il faut me trouver une indication sur la vitesse à l'instant 0. Alors mon énoncé, il est où? Il est là. Donc attention, regardez bien ici, on vous met quelque chose. À l'instant t égale 0, ben c'est ça mes conditions initiales. À t égale 0, le bloc se situe à l'abscisse x et est lâché sans vitesse initiale. Alors le x pour l'instant, on n'a pas besoin. Par contre, sans vitesse initiale. Ça veut dire qu'à l'instant 0, votre vitesse est égale aussi à 0. Donc votre vecteur vitesse est égal à 0 au l'instant initial. Ça veut dire que à l'instant t égale 0, donc on va le noter, à t égale 0 secondes, v égale 0 mètres par seconde. Ça veut dire qu'aussi votre Vx est égal à 0 mètres par seconde. 0 mètres par seconde. Donc maintenant, regardez bien, je vais remplacer le t par 0 dans cette équation-là et le Vx par 0 dans cette équation-là. Ce qui vous donne maintenant, eh bien, 0 est égal à g sinus θ fois eh bien, t, mais attention, t ici, c'est égal à 0. Donc, j'ai 0 plus C1. Maintenant, je sais bien que 0 fois 0, ça vous donne 0. Ça veut dire que votre constante, C1, est égale à 0. Donc, j'ai déterminé. Alors, cette valeur ici, elle est égale à 0. Ici, alors c'est des mètres par seconde. C'est une constante de vitesse. Donc 0 mètres par seconde. Donc c'est une constante de vitesse. Elle est égale à 0. Alors, si on ne le fait pas, alors ici c'est un cas particulier où ça fait vraiment g sinus θ t. Par contre, si ce n'est pas le cas, si on vous avait dit cette vitesse est lâchée avec une vitesse de 2 mètres par seconde, suivant l'axe x, là par contre il aurait fallu l'intégrer ici dans cette valeur-là. Là ici le cas est particulier où c'est égal à 0, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc maintenant, premièrement, je vais déterminer mon Vx. Donc le Vx c'est égal à quoi? C'est égal à g sinus θ fois t. Voilà, j'ai trouvé la première coordonnée de mes équations horaires de la vitesse. Maintenant, il va falloir que je trouve la coordonnée Vy de t. Alors celle-là, je ne vais pas m'embêter. Alors, on pourrait projeter sur l'axe Y, etc. Mais par contre, regardez bien, on va faire un truc un peu plus simple. Vous voyez votre vecteur vitesse ici. Il n'a qu'une seule composante sur l'axe X, il n'a pas de composante sur l'axe Y. Donc ça veut dire que forcément, Vy est égal à 0. D'accord? Deuxièmement, on sait que la vitesse est suivant l'axe X,
conséquence, eh bien Vy égale 0. Donc là voilà, ça y est, j'ai trouvé mon Vx et j'ai trouvé mon Vy, c'est-à-dire j'ai les équations horaires de ma vitesse. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'était déterminer les équations horaires de la position. Donc je veux mon x. Regardez bien, ici, eh bien celle-là, Vx, eh bien dans ce cas-là, c'est aussi d de x de t sur dt, puisque la vitesse est la dérivée de la position, donc égale g sinus θ fois t, et bien je vais résoudre ma deuxième équation ici. Donc là, en fait, il va falloir que je retrouve une primitive à l'intérieur. Donc ici, c'est un polynôme ici de degré d'ordre 1. Donc ça veut dire que je vais avoir que mon x va être égal à g sinus θ fois t carré, attention, il faut que je divise par 2 parce que si quand je vais redériver, le 2 va passer ici, donc il va falloir faire ça, plus, encore une fois, une constante. Alors cette constante, je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler, on va dire, plus C2, une deuxième constante. Et de la même manière que tout à l'heure, eh bien, pour déterminer ma deuxième constante, je vais faire appel aux conditions initiales. Donc, c'est-à-dire que à t égale 0, à t égale 0, eh bien, quelle est la valeur de x? C'est marqué dans l'énoncé, dans l'énoncé, on vous dit, mon énoncé, il est là. Donc, à t égale 0, le bloc se situe en l'abscisse x égale 0. Donc, ça veut dire que x égale 0, dans ce cas-là. Donc, à t égale 0, x est égal à 0. Donc, je remplace. Donc, à cet endroit-là, x, c'est égal à 0, est égal à g sinus θ fois, attention, 0 au carré, voilà, plus C2, ici. Donc ça veut dire que, encore une fois, eh bien, j'ai C2 qui est égal à 0. Mais il faut faire cette démarche-là, c'est encore une fois un cas particulier. Si on vous avait dit la position n'est pas à l'instant x égale 0, ça ne fonctionnerait pas, on aurait une constante d'intégration qui apparaîtrait ici. Alors ici c'est 0 mètres, je pourrais mettre ici mètre, mètre, ici c'est des secondes. Voilà, donc j'ai ici l'équation de ma position. Donc x, est égal à g sinus θ sur 2 fois t carré. Et voilà, j'ai ma deuxième équation. Donc ici, c'est l'équation horaire de la position. Alors, parfois, il est un petit peu plus correct de mettre x de t ici, entre parenthèses. Voilà, c'est pas fondamental, c'est mieux au point de vue des notations. Après, si on marque x, on comprend bien que c'est la valeur de x qui va dépendre du temps, forcément ici. Alors, il me reste ma deuxième coordonnée à trouver, c'est la coordonnée y. Alors, comme tout à l'heure, on va dire, comme j'ai pris mon repère ici, j'ai pris mon repère là, je peux mettre mon 0 à cet endroit-là. Donc si je mets mon 0 ici, et bien dans ce cas-là, la coordonnée sur y sera égale à 0 aussi dans ces cas-là. Donc on peut dire dans ce cas-là que alors, mon v de y égale 0, ça veut dire que d de y sur dt est égal à 0. Ça veut dire que le y égale à une constante, on va dire C3 par exemple. Voilà. Et si je dis qu'à t égale 0, y égale 0, dans ce cas-là, ça vous donne que votre constante C3 est égale à 0. Et donc, ça veut dire que y est aussi égal à 0. Voilà. Donc y de t, si on veut être un peu plus correct. J'ai effacé, c'est pas très très beau. Donc y de t est égal aussi à 0. Voilà, j'ai mes deux équations ici. J'ai oublié d'encadrer celle-là. Donc j'ai mes équations horaires de la vitesse, celle-ci. Celle-ci, bon, alors à la limite, c'est ce que j'ai fait à droite, c'est pas très important. On peut juste dire que celle-ci. Et donc les équations horaires de la position, c'est celle-ci. Puis celle-là, elle est tout le temps nulle, donc on s'en moque un petit peu. Voilà, c'était mon premier exemple, et on va faire une dernière vidéo pour faire le dernier exemple.